On est de retour pour un nouvel épisode du podcast GM. J'espère que t'es prêt à 100% parce que ton équipe, Je suis prêt. ton équipe a commencé du bon Yo, pied Très content, man. en pilant sur la mienne. Littéralement, c'est le bon mot. Yeah, vraiment. À quel point est-ce que cette victoire-là des Colts contre les Dolphins, là, parce que semaine numéro 1 dans la NFL, il y avait des bons match-ups. Celui-là, c'est sûr qu'on gardait un œil dessus à cause que nos deux équipes sont impliquées. Ouais. Mais c'est plate, là. Il y a une des deux équipes qui s'est pointée. Ouais, exact. À quel point est-ce que ça t'a autant donné confiance, ce match-là, ou est-ce que tu te gardes une réserve en te disant « Ah, tu sais quoi? Les Dolphins ont tellement mal joué qu'il faut se garder une gêne. » Mais je me garde une réserve. Je me garde une réserve parce que c'est quand même les Dolphins, puis on s'entend, on connaît la chimie en ce moment dans les vestiaires des Dolphins. Là. Ouais. C'est très bizarre, puis on a vu après le premier quart comme à quel point Tyreek Hill est en train de péter une coche. Ouais. Mais je me dis, c'est quand même les Dolphins. Est-ce que ça va être comme nice de voir les Colts la semaine prochaine contre une équipe encore plus performante que les Dolphins, I guess. Mais moi, je me garde une réserve en ce moment. Je suis comme, pas hype, mais je suis quand même content de la victoire quand même. Puis surtout de voir Daniel Jones en mode comme still Peyton Manning. Yo, comme Danny Dollars. J'ai comme, what? Comme, yo, pourquoi tu faisais pas ça avec Giants ou avec les Vikings? Vikings, c'est sûr qu'il n'y a pas eu le temps de jouer, là, mais pourquoi tu faisais pas ça avec les Giants? Puis quand je vous dis que l'entourage d'un joueur est vraiment important, c'est vraiment là que mon point est encore plus valide parce que, je pense qu'avec les Giants, il n'y avait pas nécessairement un bon squad de receveurs. Non, ni une bonne O-line. Exact. Mais avec les Colts, je pense que l'O-line est là, puis les receveurs sont quand même présents, puis on a des bons deuxièmes receveurs. Ouais. On n'a pas nécessairement des receveurs All-Star, mais on a quand même des bons receveurs, puis c'était nice de voir Daniel Jones en contrôle, puis je comprends aussi pourquoi ils ont fait la transition entre Daniel Jones puis Anthony Richardson. Ouais. C'est vraiment cette game-là qui m'a fait faire comme « Ah, OK. » Parce que je pense que si on avait Richardson, je pense qu'on aurait peut-être gagné la game, mais on n'aurait pas été autant dominant. Ouais. Fait que c'est juste dommage que les Dolphins ne se sont pas présentés. Puis sur papier, les Dolphins ont presque une meilleure attaque que les Colts. Puis de là à ce qu'ils marquent seulement en bas de 10 points, j'étais vraiment surpris. Ouais. Mais comme vraiment. Mais tu sais, on en parlait dans les matchs pré-saison, on se disait, ou du moins moi, c'est ce que je me disais avec les Dolphins, tu sais, leur alignement en tant que tel est même pas pour moi un bottom 5 de la ligue. Je sais même pas si c'est un bottom 10 de la ligue. Ils ont un alignement respectable, mais on voyait avec ce qui est arrivé dans les dernières années, avec tout le chiolage qu'il y a eu de Tyreek Hill du début à la fin de la saison morte. Ouais. Avec toutes les histoires qu'on entendait autour de Coach McDaniel, du fait qu'il n'y avait pas vraiment de sérieux dans ce vestiaire-là. Je suis pas surpris de voir Miami perdre ce match-là. Pour moi, les attentes étaient vraiment basses pour cette équipe-là, sauf que je me disais, avec le talent qu'ils ont, ça va marcher quelques semaines, ils vont être respectables, puis à un certain moment, semaine 5, semaine 6, il y a quelque chose qui va arriver, quelqu'un va péter une coche, quelqu'un va dire quelque chose de stupide, quelqu'un va se battre avec un coéquipier sur le banc, puis la chaîne va débarquer. Mais je m'attendais pas à ce que ça arrive au premier quart de la première game. C'est ça qui est vraiment... Puis le joueur qu'on attendait tous qui essaye de se prouver envers ses coéquipiers. On l'a vu pendant le off-season, les propos de Tyreek Hill qui disait qu'il voulait être échangé, puis après qu'il s'excuse, puis que Tua vienne, puis qu'il dit « Ouais, on n'est pas sûr, mais on verra. » Puis que après le premier quart, ça soit lui qui pète une coche, on dirait que comme ils n'ont rien compris. On dirait qu'ils n'ont rien compris, puis je pense que, comme on le disait là avant de commencer à enregistrer, je pense, après la 5e semaine, tout dépendamment de la fiche des Dolphins, ce que je pense qui va être très négative, si je continue à jouer comme ça, je pense que c'est le temps de changer le noyau de l'équipe. Puis d'aller chercher des choix au repêchage ou des jeunes joueurs, mais je pense que c'est vraiment le temps de comme... passer à autre chose. OK, c'est ça. Ça fait 3-4 ans que l'équipe va nulle part, ou on prétend que l'équipe va quelque part, mais en fait, elle va de nulle part. Je pense que c'est le temps de comme faire, OK, on a foiré. Ouais. Puis tu sais, rappelle-toi quand il y a eu l'arrivée de Mike McDaniel, puis c'est venu avec une vague il y avait eu beaucoup de choix au repêchage à cause de l'échange de Laramie Tunsil et tout.
Moi, j'étais le premier à pas être super d'accord avec toutes les décisions qui ont été prises. Il y a eu des mauvaises sélections au repêchage. Il y a eu des transactions qui n'avaient pas lieu d'être, par exemple celle pour Bradley Chubb, qui a coûté cher, non seulement en argent, mais aussi en capital de transaction. Puis qui finalement, Bradley Chubb, l'an passé, il a même pas joué un snap. Puis cette année, il est là, mais je veux dire, l'équipe, on le voit, c'est pas une équipe qui aspire. Alors là, tu as lancé un peu des choix par la fenêtre. Les premières années avec Mike McDaniel, ils ont participé aux éliminatoires, ils ont eu leur chance. Bon, il y a eu des blessés qui ont fait en sorte qu'ils n'ont pas pu avancer aussi loin qu'ils auraient voulu, ou juste l'équipe n'était pas assez bonne également. L'année suivante, quand ils ont ppris Casey, rappelle-toi, dans le froid. Mais là, j'ai l'impression que ça, c'était comme le sommet de ce que cette équipe-là pouvait atteindre. Ils n'iront jamais plus haut que ça. Puis là, on le voit en ce moment. Là. Depuis l'an passé, c'est la dégringolade. Puis cette année, je le dis depuis le début de la saison morte, depuis qu'on attend tous les ragots, je me dis, à la fin de l'année, ou avant la fin de l'année, mais d'ici la fin de l'année, McDaniel et le GM Chris Greer aussi, pour moi, tout le monde va perdre sa job. Ah, 100%. Il faut recommencer. Je pense qu'il faut recommencer. C'est vraiment partir le noyau à nouveau. Puis, tu sais, j'ai l'impression que le GM, il gère son équipe comme si c'était une franchise à Madden. Ouais. Tu sais, on dirait qu'il cherche juste à... Au lieu de construire une équipe solide avec les reins solides, il cherche juste à placer des morceaux à des endroits qui sont pas nécessairement nécessaires pour l'équipe en ce moment. Fait que de toujours drafter avec la mentalité de on draft pour une future superstar, c'est pas nécessairement concevable pour une équipe comme les Dolphins. Je pense qu'il faut que tu draftes avec les besoins de l'équipe puis que tu sois capable d'affronter les équipes dans leur division puis aspirer. Quand on regarde les Dolphins puis après on voit la performance des Jets, on est comme shit, OK, oui, les Jets sont quand même perdus, mais c'est quand même une performance au-delà des attentes. Ouais. Fait que là, tu es en train de calculer, puis tu vois, finalement, la manière que Dolphins ont joué, puis la manière que Jets ont joué, on pense que Dolphins vont finir en bas, Fait que je pense que c'est le temps que le propriétaire fasse, OK, je pense que c'est le temps de changer le noyau. Puis surtout que ça fait longtemps que Chris Greer, le GM, est là. Oui, puis tu joues dans un des clubs les plus prestigieux de la NFL. Ouais, fait qu'à supposément. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, yo, t'es à Miami, là. C'est pas un petit marché comme... Non, puis c'est un endroit, c'est pas difficile d'attirer des joueurs autonomes. Exact. Il n'y a jamais personne qui, à cause de l'endroit en tant que tel, dit qu'il veut s'en aller. Les gens qui ont voulu partir, c'est toujours à cause de la culture d'équipe ou à cause que l'équipe perdait. Ouais, exact. Fait que toi, admettons, t'es un joueur free agent à la fin de la saison, puis ta femme apprend que t'as reçu une offre de Miami. Ouais, c'est ça. Fais-moi confiance que ta femme veut aller sur la plage à Miami, tu comprends? Fait que ça influence clairement les décisions des joueurs, Mais si tu arrives dans une équipe que tu es seulement là à cause de ta vie sociale à l'extérieur et non ta carrière professionnelle, ça affecte l'équipe complètement parce que l'équipe avance pas. L'équipe avance pas, puis ils vont nulle part. Comme, ils prennent... Moi, si j'étais Miami, là, à partir du draft prochain, toutes les équipes qui sont dans le nord des États-Unis, je draft là, parce qu'ils ont déjà joué dans le froid. Puis ils n'ont pas peur de jouer dans le froid. Tu comprends? Adieu tous ceux qui ont joué dans le sud puis qu'ils ne sont pas capables de jouer dans le froid. À un moment donné, il faut que tu changes la mentalité de l'équipe, il faut que tu changes la culture de l'équipe. Il faut que tu redeviennes l'équipe que tu étais dans les années 60, dans les années 70, puis les années où est-ce que vous étiez dominant pour vrai. Si on se penche sur tes Colts, sans crier au championnat, on s'entend, là, c'est un match. On peut crier au championnat. C'est un match à la fois et tout. J'étais à Red Zone, évidemment, dimanche pendant les games, donc j'ai vu ce qui se passait autour de la ligue. Je sais pas à quel point tu as jeté un coup d'œil au match entre Houston et les Rams. L'an passé, pour Houston, leur O-line tenait pas le coup. Ça a été une catastrophe encore contre les Rams. Je comprends, les Rams ont un gros front, là, ça c'est vrai. Mais ça reste que c'était pas tant le front de LA que la ligne à l'attaque de Houston qui faisait dur. CJ Stroud s'est fait frapper tout le long. Ils ont même pas été capables de marquer. Je pense qu'ils ont marqué 9 points, les Texans. Je me pose la question, il est vraiment tôt dans la saison, mais je me dis, honnêtement, c'est pas impossible que les Colts compétitionnent avec Houston pour le top de la division. Parce que un problème de ligne à l'attaque, après ça, autant est-ce que le reste de ton équipe peut être talentueux, c'est difficile au milieu d'une saison de faire « Hey, je vais remplacer ça ». Je sais que Tommy était bien un fan de quand il y avait une mauvaise ligne à l'attaque, de tout le temps dire « Va signer quelqu'un et tout ». Mais les joueurs qui sont joueurs autonomes à ce point-ci de l'année, il y a une raison pourquoi ils sont joueurs autonomes. Puis au milieu d'une saison, une équipe qui a des bons joueurs de ligne à l'attaque va pas les échanger. Même si à la fin de l'année,
t'es pas un contender, même si t'es parmi les équipes qui vont rater les éliminatoires, t'es garde parce que l'an prochain, tu vas en avoir besoin pour pas que ton QB se blesse ou pour pas qu'il se blesse en cours de route. Ouais. Si on revient aux Colts, là, à l'origine, c'est que moi, je suis content de voir à quel point la défensive ont fait leur travail. Tu sais, à un moment donné, ils ont pas retiré leur pied du gaz. Genre. Ils ont continué à peser sur le gaz, puis ils ont continué à dominer, puis la tertiaire était incroyable. Genre. Comme incroyable pour shutdown Tyreek Hill, Weddle, 2 des joueurs les plus rapides de la ligue. Ouais. C'est quand même important. Tu sais, fait que je pense que les Colts peuvent gagner le championship. Tu sais, moi, je les avais mis 2e. Ouais. Fait que c'est quand même... Ils sont quand même là dans le top de la division. Est-ce que les Houston vont être capables de gagner la division? Je sais pas. Surtout avec l'O-line qu'ils ont en ce moment. Tu sais, c'est très compliqué. On l'a vu pendant toute la game. Est-ce que Stroud va jouer 17 matchs exact, derrière cette ligne-là? Exact. Puis aussi, tu sais, Collins, il a besoin de step up pour Houston. Parce que là, la dernière game, ça allait vraiment pas bien. Puis, tu sais, c'est pas comme si que Rams sont reconnus pour être une tertiaire la plus dominante de la ligue, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut que Houston, ils regardent derrière eux, puis ils font comme... Non, c'est pas assurément gagner cette division-là. Non, comme, vraiment. Il y a quand même Jags... Les Jags ont bien joué. Ils ont bien joué. Ils prenaient les Panthers qui avaient l'air... Ouais. Les Panthers, on dirait que la deuxième moitié de la saison passée n'existe pas. Existe vraiment pas. Ouais. C'était surprenant pour vrai, c'est décevant, maudit. l'équipe qu'ils ont. Mais en tout cas, bref, c'est ça. On parlera pas de Jaguars contre Panthers. Pour l'instant, on va attendre un peu avant de donner de l'attention aux Jags. Des Griffons. Exact, ouais, exact. Je veux qu'on parle de ce qui s'est passé au match d'ouverture, pas Panthers, mais Cowboys contre Eagles. Kick-off. Ouais. Puis avant même qu'il y ait un snap, Jalen Carter s'est fait sortir de la game. Il a craché sur Dak. Je sais pas si tu as vu la séquence complète, mais au final, c'est Dak qui a comme craché à terre pas loin de Jalen Carter. Il a regardé dans les yeux, Carter, il est rentré dans le huddle des Cowboys. Ouais, exact. Il a craché sur Dak, s'est fait mettre dehors. Qu'est-ce que tu as pensé de toute la situation? Honnêtement, je trouve que peut-être que je vais faire partie de ceux qui sont... qui sont... En tout cas, bref. Moi, je trouve que honnêtement, il n'y avait pas besoin d'être injecté. Peut-être un flag pour dire comme, yo, comme, tu fais pas ça, mais mis dehors de la game, je trouve que c'était un move excessif des refs. Puis surtout, du fait qu'il y avait Dak qui avait commencé, qui avait été l'instigateur, puis après, craché. Après ça, ce que j'entends, c'est que, à ce qui paraît, quand tu craches sur quelqu'un, c'est comme un voie de fait. Ouais. Fait que je suis comme dans la compréhension de l'arbitre qui fait comme yo. Mais je me demande s'il n'y a pas obligation de sortir un joueur. Parce qu'un joueur qui swing, qui punch, s'il se fait voir par l'arbitre, on s'entend, c'est automatique dehors. Comme tu dis, c'est considéré comme une voie de fait de cracher sur quelqu'un. Bon, sur le terrain, on s'entend, il y a tout le temps une notion différente, mais quand même, je me demande s'il n'y avait pas l'obligation de le sortir. Surtout qu'il l'a. Tu sais, Prescott, à la limite, il y a peut-être des petits sparkles qui ont pogné les pieds à Carter, mais Carter. Si c'était pas brossé les dents avant le match, il y aurait eu un spot jaune sur le chandail à Dak. Là. Mais puis je sais pas, tu sais, Dak me faisait penser au tu vois, le petit frère comme toujours emmerdant, genre, qui vient cherche comme, le trouble. Qui est toujours en train de chercher le trouble, puis à un moment donné, le grand frère, il fout une claque, puis comme, il commence à pleurer, puis là, la mère est comme, yo, pourquoi tu l'as foutu une claque, puis ta mère te donne une claque derrière la tête en tant que grand frère, puis t'es juste comme, yo, c'est lui qui a commencé. C'est exactement ce qui s'est passé avec Dak Prescott, puis à un moment donné, c'est de réaliser que yo, Jalen Carter a craché sur lui. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce qu'on a besoin de Jalen Carter pour la game? Absolument. C'est ça. Est-ce que c'était nécessaire de cracher sur lui? Non. Je pense que c'est une meilleure gestion. Puis ils sont juste... Maintenant que tous les joueurs de la Ligue savent à quel point que comme Carter il explose, man, il va se faire tester pendant toute la saison. Ça, c'est garanti. Toute la saison. À tous les matchs, il y a quelqu'un qui va aller le voir, qui va aller parler. Ouais, je suis un coach d'O-line d'une autre équipe. Je dis, yo, chaque jeu, tu lui donnes un petit coup. Chaque jeu, tu le titilles un peu. Yo, on est dans la mêlée, crache dans sa face. Ouais. Personne va voir comme crache dans sa face. Il va péter une coche comme let's go, comme yo, vide ta salive sur lui. Mais ce que je me dis, c'est que, tu sais, c'est un mind game, là. Au-delà du jeu, du sport en tant que tel, gagner un match, ça se passe des fois sur plus de choses que juste le terrain en tant que tel.
Dak Prescott, je pense pas qu'il cherchait à faire expulser Carter, mais définitivement, il savait qu'en allant le bait comme ça, il allait venir le voir. Puis, tu sais, qu'il allait peut-être le pousser à prendre une pénalité. Ben, c'est un 15 verges gratuit que tu vas chercher. Là, tu réussis à le faire sortir. C'est le joueur important sur la défense des Eagles. S'il y en a un à sélectionner, parce qu'il y a beaucoup de joueurs étoiles, mais s'il y en a un à sélectionner, c'est lui. Il l'a fait sortir de la game avant même que la game commence. Puis sur la première drive, la drive qui a commencé là, ils ont couru tout le long dans le centre, exactement sur le spot à Carter. Ils ont passé ça comme du bar show. Ouais. Ils sont allés marquer le toucher. Puis pour le reste de la game, ça a eu un impact important. Puis je sais que les Cowboys l'ont perdu au final, mais on s'entend que ça s'est joué à quelques jeux, à quelques drops de CeeDee Lamb. Au final, les Cowboys ont eu une vraie chance de gagner ce match-là, alors que dans les faits, les Cowboys n'étaient pas supposés. T'sais, on pensait pas supposés d'être dans la qu'à game. la mi-temps, le match serait terminé. Finalement, les Cowboys ont été dedans jusqu'au bout. Donc, Dak, pour moi, au-delà qu'on peut dire « Ah, mais là, lui aussi, il a craché et tout », la règle, c'est crache-y pas dessus. Réplique pas. Il a pas C'est craché ça, dessus. Puis il est allé bait pour aller chercher un avantage pour son équipe. Il l'a eu. Ça dépasse le football. C'est vraiment dans le mind game que Dak, pour moi, a fait. Pour moi, il a réussi un bon coup. Il a réussi un bon coup. Puis, ça a fait en sorte que les Cowboys sont restés dans la game. Puis, pour en parler de CeeDee Lamb, je sais pas si tu veux continuer à parler un peu de la game, mais tu peux pas être l'un des joueurs les mieux payés de la ligue puis que tu fais autant d'erreurs dans une game. À un moment donné, il faut que tu te regardes dans le miroir puis tu fasses en sorte que comme, pourquoi les Cowboys sont en train de fail, sont en train de être mis à l'extérieur des playoffs, ben c'est de ma faute. C'est des jeux comme ça qui sont très nécessaires. Cowboys étaient supposés de gagner cette game-là. Exact. Cowboys, là, sans les drops de CeeDee Lamb, étaient supposés de gagner cette game-là. Maintenant, on peut parler de plein de situations, la tertiaire des Eagles n'est plus la même. On voit vraiment que ça l'a affecté. Il y a eu des catchs que d'habitude, les corners des Eagles ne laissent pas se réaliser, puis ça a été le cas. Mais comme, à un moment donné, il faut vraiment que comme, les Cowboys se disent comme, OK, ben regarde, comme il y a un truc qui ne fonctionne pas, puis il faut qu'on parle dans la tête de nos joueurs pour les faire comprendre que, guys, vous voulez toujours négocier vos contrats avant le training camp, mais comme, voilà le résultat. Voilà le résultat de vous performez pas, puis vous êtes en train de donner des games que vous êtes supposés de gagner. Parce que, man, dominant. CeeDee Lamb, premier half, dominant. Comme, j'étais comme, oh shit, comme, personne va... Il est en train de shut down la défense des Eagles. Il fait n'importe quoi, il fait qu'est-ce qu'il veut. Mais deuxième half de la game, on dirait qu'il joue avec deux mains gauches. Mais le problème aussi, c'est que, tu sais, avec le gros contrat que tu as donné, ben, Dak Prescott aussi a un gros contrat, là, mais on va se concentrer sur CeeDee Lamb parce que c'est lui qui a échappé le ballon. Puis on s'entend, c'était pas des ballons faciles pour la plupart, mais quand tu es payé au prix que CeeDee Lamb il est payé, il faut que tu les attrapes. Surtout que, comme tu dis, si c'était pas de ces échappés-là, probablement que les Cowboys gagnent le match. Donc, quand tu es le joueur le mieux payé de l'équipe, ou du moins un des joueurs les mieux payés à ta position dans toute la ligue, faut que tu sois... tu peux pas être la raison pour laquelle ton équipe perd. Tu peux pas être... Puis je dis pas unique au sens que oui, il y a ci et ça aurait pu être changé dans le match, mais au sens où tu peux pas dire hey, on était en voie de gagner le match, on l'a perdu à cause que notre gars à qui on donne le moton nous fait perdre. T'es supposé être celui qui fait pencher la balance sur la ligne, t'es supposé être celui qui fait pencher la balance en faveur de ton équipe, pas en défaveur. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a dérangé pour CeeDee Lamb. Ceci étant dit, c'est un match. Si pour le reste de l'année, le ballon lui colle dans les mains toute la saison, bon, on n'en parlera plus. Tant mieux. Mais là, c'est ça qui est plate, c'est que pour les Cowboys, chaque match va compter. Si tu veux espérer causer une surprise puis t'inviter dans la course au wild card, chaque match va compter. Puis là, c'est un match que tu avais une occasion de gagner contre un adversaire que personne ne te voyait battre, puis tu l'as échappé. Puis quand même aussi, on peut parler du running game des Cowboys qui a pas été mauvais. Non, Javonte Williams a eu un bon match. Qui a eu un bon match, oui. Ouais. Mais tu sais, c'est surprenant aussi de voir ça comparé à la saison dernière. Tu sais, c'est de voir à quel point l'offensive est finalement balancée. Ouais. Maintenant, c'est plus à la défensive de comme mettre le pied sur le gaz puis vraiment faire un statement dans cette division-là. Mais, man, des games comme ça, les Cowboys peuvent pas les échapper. Non, surtout quand l'autre équipe perd un gros morceau défensif. Là. Mettons là, Eagles, leur defense, Jalen Carter est comme 60% de la défense. Parce que Jalen Carter, quand il rush, il fait en sorte que les balles sortent vite, puis
un manque d'accuracy, fait que les corners peuvent intercepter le ballon. Il fait en sorte que quand il y a un run, comme le gap, le A-gap et le B-gap sont fermés. C'est les deux trous entre le centre et le garde. Fait que c'est un impact quand même, là. C'est un impact, Jalen Carter. Fait que si tu le retires, lui, c'est hallucinant qu'est-ce que tu peux faire avec surtout, cette c'est pas que les Eagles se sont préparés toute la semaine sans lui. Là, le match est déjà commencé, puis le gars sort avant le premier jeu officiel. Il faut tout que tu adaptes ta stratégie en fonction des joueurs que tu as amenés en uniforme sur le terrain, en fonction de... Moi, c'est pour ça que sur le premier toucher des Cowboys, je me suis dit, mais les Eagles doivent être chocs. Ils devaient être sous le choc. Là. Notre meilleur joueur en défense vient de se faire sortir du match. Man. Là, on l'a vu, les Cowboys ont marqué tout de suite. Puis là, je me suis dit, OK, si les Cowboys arrêtent les Eagles sur leur première séquence, ils vont prendre un avantage psychologique énorme. Finalement, les Eagles ont marqué tout de suite. C'est allé back and forth un peu au début du match. Mais tu sais, il y aurait eu un scénario où le train aurait pu complètement dérailler pour les Eagles. Puis je pense que c'est pour ça, après, que Eagles ont fait comme... Ouais, je pense qu'on a besoin d'un edge. Ouais. Puis ils ont signé Darius Smith, si je ne me trompe pas. Fait que, tu sais, c'est un plus pour la défensive. Mais en même temps, Darius Smith, tu sais, quand il est venu avec Lions la saison dernière, il n'a pas fait grand-chose. Puis même avec les Browns, il n'a pas été ultra productif. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner par rapport à cette défensive-là, comment ils vont l'utiliser. Ouais. Fait que... Mais en somme, c'était une bonne game pour les Cowboys, mais ton joueur élite a droppé la game. Ouais. Rapidement, le match Chiefs contre Chargers, parce que ça s'est passé vendredi passé. J'ai une couple de notes que j'ai notées sur ce match-là. Vas-y. De un, rappelle-toi, l'an passé, chez les Chargers, on était run heavy. Donc, Justin Herbert n'a pas connu une mauvaise saison. Il a vraiment limité les revirements, mais il n'était pas nécessairement avec des chiffres spectaculaires parce qu'on courait toute l'année. Là, dans le match contre les Chiefs, on a commencé le match en voulant courir. Rapidement, les Chiefs, c'est le front des Chiefs, hein, donc ils ont été capables de limiter le jeu par la course. Les Chargers se sont adaptés tout de suite. OK, mais on est capable de passer aussi. Justin Herbert a connu un méchant match. Un vraiment bon match. Puis on dirait que, tu sais, quand il était rentré dans la ligue, il empilait les matchs de 300 verges à quasiment toutes les semaines. Puis il y avait cette vague de jeunes QB-là. Moi, je l'aimais beaucoup à ce moment-là, Justin Herbert, pas avant son repêchage, mais dans ses, disons, 2 premières saisons dans la NFL. Puis après, il y a eu des blessures. Il a joué une année avec le thorax blessé au complet. Ouais. Il avait raté des matchs et tout. L'an passé, on était run heavy. On dirait que son nom avait été un peu écarté là, de la liste des carrières d'élite. Mais là, il a joué un de ses meilleurs matchs en carrière, autant par les jambes que par le bras. Il a fait des dommages. Ouais. L'effet Madison Beer. Là, c'est vraiment ça. Ouais. Mais tu sais, on a vu le Justin Herbert qu'on s'attend à voir, ce potentiel-là de Justin Herbert. C'est ça qu'on veut voir à chaque game. Puis, tu sais, sur le third down and long, quand il déborde Chris Jones à l'extérieur, qui a connu une game atroce, Chris Jones en passant, là, je veux juste le mentionner. Man, c'était tellement clutch, puis juste l'allée, l'autoroute devant lui, il fait juste comme closer la game comme ça. Je pense que les Chargers ont vraiment une très, très, très bonne O-line. C'est une O-line à surveiller pendant toute l'année. Là, malgré que Slater est blessé. Ouais. Malgré que Slater est blessé, je pense qu'ils se sont, comme tu as dit, très bien ajustés. Puis je sentais pas que Justin Herbert avait la pression quand il lançait. Il y avait du temps pour trouver ses joueurs. Puis Quentin Johnson, qui attrape finalement les balles. Enfin, tu sais, c'est nice de voir un autre gars aussi qu'on s'attend à plus de lui. Ouais. Souvenez-vous, là, qui avait dit au draft, là, maman, t'as plus besoin de travailler, comme, yo, we made it. Mais là, maintenant, c'est le temps de prouver que you made it for real. Tu sais, puis très bonne game. Le running game de Chargers était correct. Oui, c'est fait arrêter pendant quelques moments, mais il fallait qu'ils installent quand même un peu le running game, ce qu'ils ont fait. Ouais. Mais puis, je veux dire, pour le reste de la saison, les Chargers vont quand même être une équipe qui sûrement va débuter en essayant de courir. Mais tu sais, ça a été un gros rappel que comme c'est pas tout. Si tu limites le jeu au sol des Chargers, t'as pas arrêté l'attaque des Chargers encore. Ouais. Ils ont d'autres armes. Puis dans le cas de Quentin Johnson, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, l'an passé, t'avais Ladd McConkey qui a sorti du lot à son année recrue. On le sait que c'est une bonne cible. Puis on disait tout le temps, il était un peu tout seul. Oui, ils ont repêché, Trey Harris et tout. Ils ont essayé de faire des mouvements de personnel. Ils ont ramené Keenan Allen, d'ailleurs, qui a connu un bon match. Qui est dans un bon rôle. C'est merveilleux d'avoir ramené Keenan Allen puis de voir à quel point ça a un impact puis ça ouvre
le playbook, question offensive. C'était merveilleux de le voir aller pendant la game. Là. Pour vrai, c'était une des pièces très importantes pendant la game, surtout dans les third down, que Justin Herbert avait le réflexe de faire comme « Yo, j'ai déjà une chimie avec ce joueur-là, on se connaît déjà, puis il sait exactement où aller se placer. » Puis il lui lançait la balle, puis c'était merveilleux. C'est ça. Mais un Quentin Johnson, il était déjà sur ton alignement, mais il était ce qu'on appelle un liability. C'était un drive stopper parce que tu lui envoyais le ballon en third down. C'était littéralement d'aller au casino. Il va peut-être l'échapper à terre même s'il est direct dans les mains. Là, si ce gars-là passe par-dessus ses problèmes de réception, qui a les mains sûres comme ça a été là, mais c'est un game changer parce que tu passes d'une équipe qui se disait il nous manque peut-être une option par la passe à on a une option élite par la passe de plus. Puis je dis élite, je suis pas en train de dire qu'il va être un des meilleurs receveurs de toute la saison. Mais dans ce match-là, il a agi comme un receveur élite. Il avait l'air du gars qu'on avait repêché en première ronde. Ouais. Ça fait 2 ans même 3 ans maintenant que les Chargers attendent que ce gars-là arrive. Ouais. Puis à un point même où je pense que tout le monde avait un peu abandonné en se disant il sera jamais un receveur élite. Exact. Puis tout le monde était prêt à dire comme à la fin de la saison dernière que comme ce gars-là échappe trop de balles puis comme il va être au pire les Chargers vont le release, vont le libérer puis une autre équipe le prendra pour un 3e, 4e receveur dans leur équipe. Mais tu sais, de le voir à quel point il a dominé puis qu'il courait bien ses routes, ses tracés, puis c'était nice de le voir aller, tu sais. Puis ça, comme je te dis encore, ça ouvre le playbook de Chargers, de voir à quel point que, OK, finalement, on a une valeur sûre en Quentin Johnson, puis on a un autre receveur aussi, on a un vétéran, on a un running back, OK, notre line fait du sens aussi. On a le QB. Maintenant, tu sais, on peut parler de finir premier de la division ou 2e de la division. Ouais, puis rappelle-toi, l'an passé, cette équipe-là est celle qui a accordé le moins de points par match. Puis on dirait qu'on mentionnait jamais leur unité défensive comme en étant une d'élite. Puis c'est vrai que quand tu regardes juste au profil des gars, il y a des bons joueurs, mais tu parierais jamais que cette défense-là serait celle qui accorderait le moins de points. Mais là, tu regardes l'attaque des Chargers, de quoi elle a l'air. Si la défense est ne serait-ce qu'aux 2/3 de ce qu'elle était l'an dernier en termes de performance à ce niveau-là, ben, les Chargers peuvent marquer 25 points par match sur à peu près n'importe qui dans la ligue, ou du moins sont capables de le faire. Si t'es capable de scorer 25 points par match contre à peu près tout le monde, puis que ta défense est parmi les 4-5 meilleurs au niveau des points accordés dans l'année, ben là, tu peux commencer à penser championnat de division. Même si tu joues contre les Chiefs, même si tu joues contre les Broncos dans la division, tu peux quand même espérer. Puis pour moi, en ce moment, c'est peut-être une réaction exagérée, mais après une semaine, tu me demandes qui tu penses qui va se rendre, qui a le mieux joué dans les 3 équipes dont on parle. Pour moi, c'est les Chargers. Ah, définitivement. Contre les Chiefs, c'est facile, ils étaient un contre l'autre. Ouais. Mais pour moi, ils ont même été plus impressionnants que les Broncos, qui au final, les Broncos, ça n'a pas été facile contre Non, ça n'a vraiment pas été facile, puis ça a pris du temps avant que comme la cadence commence. Là. Puis je suis totalement d'accord avec toi, mais pour en venir aux Chiefs, là, en ce moment-là, comme les Chiefs, je pense qu'il y a un questionnement qu'ils doivent faire de leur côté pour savoir, OK, quelle arme qu'on a réellement qui continue de performer. C'est sûr, Pat Mahomes est dans le lot. Ben oui. Là, je te parle question offensive. Mais Travis Kelce, absent. C'était, à part la passe de toucher qu'il y a eu qui était complètement seul anyway, mais, là, ouais, exact, un mais coverage, là. Absent. Pendant tout le long de la game, absent. Ben, son plus gros highlight, c'est d'avoir blessé Xavier Worthy. Et d'avoir pris une swing de Thor du D-line des Chargers. Ouais. Mais après ça, absent complètement. Puis tu sais, là, maintenant, tu retires Xavier Worthy. T'as déjà Rashee Rice qui est absent pour un bout. Exact. Fait que là, c'est pour ça qu'on entend des rumeurs de comme peut-être Tyreek Hill pourrait revenir. Tu sais, c'est un gars qu'on connaît dans l'équipe. Fait que moi, ça va m'impressionner je suis curieux de voir ce qui va se passer pour le reste de la saison, pour les prochaines semaines à suivre, pour les Chiefs. Surtout que la division est vraiment chargée là, en ce moment. Là. Comme tout le monde a gagné dans la division sauf les Chiefs. Ouais. Fait que c'est de voir à quel point, comme, OK, yo, les équipes sont bonnes dans la division, là, finalement. Là, comme, qu'est-ce qu'on fait, nous? Exact. Puis à un moment donné, je pense que Andy Reid doit s'asseoir avec Travis Kelce pour dire, OK, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Comme, parce que depuis la saison dernière, comme il y a une forte baisse de ton côté, là, comme, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Là? Comme on a besoin de toi là, pour aller gagner notre 4e Super Bowl puis continuer notre legacy. Là. Fait puis tu sais, tu regardes dans la division, les Chargers définitivement ont amélioré leur équipe durant la saison morte.
Les Broncos, définitivement, ont amélioré leur équipe qui était déjà bien durant la saison morte. Les Raiders, comme on l'a dit dans le camp d'entraînement, sont pas encore une bonne équipe selon moi, mais sont définitivement une équipe améliorée que par rapport à Aiden O'Connell au poste de QB, puis Antonio Pierce comme entraîneur-chef. Head coach aussi qui prend des décisions c'est ça. comme assez sensées. Puis t'as un running back, Ashton Jeanty, qui n'a pas connu un grand match, mais quand même, qui rehausse le niveau de ton équipe. Donc c'est une équipe améliorée. Pour moi, elle n'arrive pas encore au niveau des 3 autres. Mais tu regardes les Chiefs, honnêtement, est-ce que leur équipe est vraiment améliorée pour toi par rapport à l'an passé? Si oui, pour moi, slightly, là. Non. Aucun rapport avec les 3 autres équipes qui Mais se c'est sont la même vraiment équipe que l'an dernier. Exact. C'est littéralement la même équipe que l'an dernier, sauf que, point de vue attaque, ils ont pu D-up. Exact. Mais après ça, c'est Ils ont repêché Josh Simmons. Ouais, mais c'est la même équipe que l'an dernier. Ouais. Si on regarde en termes talent pour talent, c'est Diop n'a pas connu une saison hallucinante, mais c'est quand même une bonne pièce dans ton offensive. Mais à part ça, c'est quand même la même équipe. Puis sinon, c'est ça. C'est parce que on dit souvent, même avec les bonnes équipes, t'as beau être on top, ça prend des modifications ici et là pour être moins prévisible l'année suivante, mais aussi parce que d'une année à l'autre, si tu gardes les joueurs restent. Tout le monde vieillit d'un an. Il y a beaucoup de joueurs fragiles dans l'alignement des Chiefs à peu près toutes les positions. Donc pour moi, cette équipe-là, c'est pas amélioré. Je dis pas que c'est impossible qu'ils gagnent la division, c'est les Chiefs. Je vais jamais à 100% parier contre eux. Je les place encore en éliminatoire. Mais pour moi, c'était pas inspirant ce match-là. Puis j'en parle depuis un bout. Ça fait 2 ans que l'attaque des Chiefs est vraiment moins productive, qui est traînée par la défense. Ce qui est correct, c'est des cycles et tout. Mais là, rappelle-toi comment on parlait de Patrick Mahomes en début de carrière. Là, au cours des 2 dernières années, il a beaucoup été défendu. Il n'y a pas beaucoup d'armes. Il y a ci, il y a ça qui font en sorte que il est peut-être moins productif. Puis c'est encore vrai cette année. Il y a des armes qui sont blessées, qui sont suspendues. Il n'y a pas le meilleur alignement offensif autour de lui. Mais 3 saisons de suite où tu serais un peu moins productif, peu importe les circonstances, les gens vont en parler. Ouais, Parce que regarde ce qui est arrivé à Josh Allen quand on lui a envoyé Stephon Diggs. Puis je prends l'entourage autour du QB au niveau des skills players de Josh Allen avant ceux des Chiefs. Mon point n'est pas là. Mais quand même, tu l'as pas vu régresser d'une coche. Au contraire, il a pris un pas vers l'avant puis il est allé gagner un titre de MVP. 100%. Puis il est en tant que tel le joueur le plus dangereux de son attaque. Tu as parlé de Tyreek Hill comme étant une possibilité pour les Chiefs. On a vu beaucoup de ragots, des rumeurs de transactions circuler un peu sur Internet. Là, pour l'instant, on s'entend que c'est pas ultra sérieux non plus. Mais quand même, je te le demande, avec ce que tu as vu de Tyreek Hill, je vais dire juste la dernière année, là, mais on peut remonter plus loin quand même, mais à toutes les frasques, le fait qu'il chiale tout le temps, qui est définitivement une distraction du côté des Dolphins. Avec les Chiefs, tu n'aurais pas peur de retourner le chercher à cause de ça? Non, j'aurais pas peur. J'aurais pas peur parce que je pense que le joueur, il va être heureux. Il veut être dans une équipe qui compétitionne. Je pense que c'est ça le plus gros problème avec Tyreek Hill, avec les Dolphins. C'est qu'il veut... Il faut que tu réalises là, que tu sors d'une équipe que tu as gagné 2 Super Bowls. Tu arrives dans une équipe que... Souvenez-vous, là, quand Tyreek Hill avait signé avec Dolphins, tout le monde parlait d'une saison 2000 verges pour Tyreek Hill. Il est passé proche, mais comme tout le monde parlait d'une équipe qui allait être dominante, puis ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, fait que, Tyreek Hill est juste comme... Mais moi, je pensais que j'allais gagner probablement un Super Bowl avec eux. Puis je réalise la mentalité de l'équipe n'est pas là. Comme retourner où est-ce que j'étais avant, puis de voir que l'équipe performe, entre guillemets, là, on s'entend. Man, moi, je suis down de retourner dans cette équipe-là. Est-ce que je vais aider les Chiefs? Absolument. Est-ce que les Chiefs vont être heureux de m'avoir? Je pense que les Chiefs vont être heureux d'avoir. Mais ça serait un win-win pour les 2 parties. Ouais. Tu sais, ce serait un win-win pour les 2 parties. Peut-être que Tyreek Hill, je sais pas, tu donnerais quoi, toi, selon toi, pour Tyreek Hill? Ça coûtera pas cher. Ouais, Parce que les Dolphins veulent le mettre à la porte. Les Dolphins veulent juste s'en débarrasser. Honnêtement, les Dolphins sont peut-être meilleurs sans lui en ce moment. Je me dis, 4, 5e ronde, peut-être. Tu sais, après ça, peut-être 3. Ouais, mais après, tu règles les enjeux de masse salariale, mais ça, c'est des choses qui s'arrangent. Exact. Puis, il connaît un peu le playbook. C'est sûr, il y a quelques ajustements à faire parce que il y a des ajustements avec n'importe quel playbook. Mais tu regardes leur groupe de receveurs en ce moment, je veux dire, c'est un no-brainer. C'est un no-brainer. Un fit, il a sa place. Là. Exact. Puis comme moi, si j'étais Chief, si j'étais le GM, j'aurais pris le téléphone, j'aurais appelé Dolphins pour dire, t'as une situation dans ton vestiaire. Ouais.
Nous, on sait comment dealer avec ça. On a juste des joueurs qui dealent avec la justice. Comme, on sait comment dealer avec ça. On a un fucking de bon avocat. On a un bon PR team. Let's go, c'est quoi que tu veux pour Tyreek Hill? Ben c'est ça, tu sais, si j'étais n'importe quelle autre équipe, je pense que je me regarderais une gêne. Ils n'ont pas besoin au poste de receveur, c'est pas ça le point, mais tu sais, mettons un Washington qui essaye de faire un pas vers l'avant puis d'aller à l'autre. Je prendrais pas cette chance-là. Mais du côté des Chiefs, on le connaît, Tyreek Hill. Ouais. Les gars ont joué avec, puis je pense pas que c'est permis dans le vestiaire des Chiefs de faire des niaiseries comme sur le banc, comme Tyreek Hill a fait au premier quart contre les Colts avec les Dolphins. Tu sais, au sens que t'es ici pour travailler. Puis si on échange pour toi, puis tu viens ici, puis tu essaies de mettre la merde, on va te mettre dehors. Ouais. Je te dirais, c'est soit Tyreek Hill avec KC ou soit Tyreek Hill avec Tampa. Ah, t'aimerais ça, toi, à Tampa? Je pense que, tu sais, en termes de rester dans le même état, ouais. Pour sa famille, tout ça, on sait qu'il y a comme 20 on enfants. sait qu'il y a beaucoup de familles desquelles s'occuper. Ouais. Exact. Fait que je pense qu'il pourrait rester à la maison en même temps. Les Bucks, je trouve que tu sais, t'as déjà un bon groupe de receveurs. Le Godwin est absent en ce moment, mais Egbuka a connu un gros match à son match recru. Je pense que du côté de Tampa Bay, déjà que c'est pas un grand besoin au poste de receveur, je pense que ce serait jouer à roulette russe que de faire l'acquisition d'un gars comme Tyreek Hill, parce que si la marde pogne puis que ça scrape, je pense que ça tient pas nécessairement à grand-chose du côté de Tampa Bay. Moi, je prendrais pas la chance à être eux de mettre la main sur lui. Mais je suis d'accord avec toi, les Chiefs, pour moi, c'est la seule destination. Mais le vestiaire de Tampa Bay a l'air d'un vestiaire de comme, yo, si tu fuck up, on va te battre. Ouais. Comme, on va te saccager dans le vestiaire, là. Comparé à celui de Miami qui est juste comme, oh, ben, tu sais, il est fâché, je sais pas comment te parler, Tyreek, mais est-ce que ça va? Comparé au vestiaire de Tampa, que, yo, juste l'O-line ont l'air de gens qui vont protéger le président. Man, je pense pas qu'on parle de deux vestiaires complètement différents. Ouais, ça fait 1 an que Tyreek Hill n'a pas réussi une réception d'au moins 30 verges. C'était à la semaine 1 de l'an passé. Est-ce qu'il y a... Je pense pas que ce soit nécessairement lui qui est complètement wash. Il a pris une coche en arrière, là, ça on s'entend, c'est clair. Mais je pense qu'aussi l'environnement avec les Dolphins, bon, il avait été blessé un peu l'an dernier et tout. Ça n'a pas aidé. Je pense qu'il a encore de l'essence dans le réservoir. Ce sera plus le gars à 1500 verges par saison, jamais. Souviens-toi qu'est-ce qu'il avait dit aussi à la première saison quand il était arrivé avec Dolphins. I don't see any difference between Pat Mahomes and Tua. Ouais. Boy. Ouais. Hey boy. I do. Boy. Comme t'en vois de la différence là maintenant. Là. Ouais. Aucune passe de plus de 30 verges. Comme... Allô? C'est à ça qu'il sert. C'est exactement ça. Puis rappelle-toi, ses 2 premières saisons avec les Dolphins, parce qu'il était vraiment bon durant les 2 premières saisons, il y avait une règle contre Miami. Tu peux pas jouer cover 1. Si tu joues cover 1, ben Tyreek Hill va battre ton corner, puis il va arriver au point de ballon avant le safety. Il attend la balle, puis il te fait un piece, puis il rentre dans la zone dans ton bord. That's it. Donc, puis l'an passé, ça faisait pas du tout partie du jeu des Dolphins. Puis on a vu la drop que l'équipe a pris. Puis là, visiblement, ça n'a pas l'air de quelque chose qui va revenir. Mais, tu sais, c'est niaiseux. Des fois, tu forces le ballon vers un joueur que t'aimes ou qui est productif. Puis ça a été le cas avec Tyreek Hill pendant longtemps. Mais clairement, je veux dire, il est déconnecté de l'équipe en ce moment. Il y a une équipe, puis il y a Tyreek Hill seul dans son coin. Puis en ce moment, ça ne tente pas à personne de forcer le ballon vers Tyreek Hill. Parce qu'on n'a pas le goût qu'il se fasse aller la bouche après avoir... Même les gars dans sa propre équipe sont tannés de lui. Ouais, 100%. Je veux qu'on parle des Bills contre les Ravens. Oh my God. Remontée de 15 points avec 4 minutes à faire. Puis pour les Ravens, avant de parler des Bills, pour les Ravens, c'est rendu une habitude de la maison. Depuis 4-5 ans maintenant, on se fait battre des leads de double digit au 4e quart. C'est constamment comme ça. À chaque année, l'histoire se répète. Puis, tu sais, ils ont été vraiment efficaces dans le match. Là. Ils ont couru pour plus que 235 verges. Ils ont scoré 40 points. C'est la première fois qu'une équipe dans ces situations-là perd le match. Mais on a été tellement efficaces pendant un bon bout du match. Puis même qu'à la deuxième demi, les Bills marquaient. Puis tu te disais, les Bills sont de retour. Tout de suite après, les Ravens marquaient et remettaient le gap entre les deux. Il y aurait 1001 raisons d'abandonner du côté des Bills. Ils ont continué jusqu'au bout puis ils ont gagné le match. Pour moi, c'est pas annonciateur des playoffs au sens où probablement que ces deux équipes-là vont se recroiser en playoffs, puis les Ravens vont encore avoir autant leur chance de gagner le match. Ils ont montré qu'ils pouvaient gagner ce match-là. Mais pour moi, c'est incroyable qu'année après année, c'est toujours la même chose. On se fait remonter dans des matchs
où on est pratiquement certain de gagner la rencontre, où Next Gen Stats te donne plus que 90% de chances de gagner le match, finalement, tu trouves le moyen d'avoir une ou deux séquences à l'attaque où il se passe absolument rien, que tu laisses du clock à l'adversaire. Puis tu sais, toi, t'en as parlé dans l'avant-match, moi, j'en parlais avant le début de la saison, puis même l'an passé. John Harbaugh, pour moi, éventuellement, il va sauter. Si les Ravens vont pas au Super Bowl cette année, John Harbaugh va sauter comme entraîneur-chef parce que là, à chaque année, les problèmes des Ravens, malgré le fait qu'on ajoute, qu'on a un meilleur roster année après année après année, il y a toujours les mêmes erreurs qui viennent nous coûter des gros matchs. Mm-hmm. Puis ce match-là va peut-être faire la différence entre, en playoffs, on va-tu jouer à Baltimore ou on va jouer à Buffalo? C'est peut-être dimanche que ça s'est joué. Là. Ouais, mais OK, regarde. Moi, je checkais la game avec mon ami. Puis, à un moment donné, tu sais, je regarde la game 40-25, 11 minutes à jouer. 40-25, 11 minutes à jouer, là. NFL, c'est 30 minutes, pour vrai. Parce qu'il y a les TV timeout, il y a le temps de s'ajuster, il y a le temps de whatever. Puis pendant la game, je me souviens, je me suis retourné à côté de mon ami, je me suis retourné vers mon ami, puis je lui ai dit, yo, c'est quand les Ravens vont comprendre qu'il faut qu'ils saccagent l'équipe qui est en avant d'eux. Puis je pense que les Ravens jouaient du beau football, mais ils n'étaient pas agressifs. Puis quand tu regardes la game de Derrick Henry, c'est une belle game sur papier. Mais au moment clutch de la game, tu fais un fumble, tu redonnes le ballon à l'équipe alors que comme tu as bien couru pendant toute la game, puis man, mets 2 mains sur le ballon. Mm-hmm. Tu as une avance de 16 points. Puis tout le monde va aller essayer de forcer le revirement parce que c'est la seule chose qui peut sauver. Ouais, les t'as Bills. une avance de 15 points, pardon. Puis c'est ça, tout le monde essaye d'aller prendre le ballon. T'sais, tout le monde essaye de comme faire en sorte que leur attaque retourne sur le terrain. Puis t'as Josh Allen de l'autre côté. T'as pas Daniel Jones de l'autre côté ou Tua de l'autre côté. Là. T'as Josh Allen, MVP, le gars qui est capable de faire des comebacks, le gars qui était capable de marquer contre les Chiefs à 17 secondes de la fin ou à 31 secondes de la fin. T'as ce gars-là là, derrière, dans l'autre équipe. Là. Puis, à un moment donné, il faut que les Ravens, comme aussi, ils voient que le gars qui nous donne toujours une game, c'est le même gars qui carry toujours l'équipe jusqu'à la fin. Ravens, Lamar Jackson. Lamar Jackson te donne toute une game. Puis à un moment donné, Lamar Jackson ne peut pas tout faire non plus. Fait que tu amènes des superstars dans l'équipe, mais les superstars choke. Pour moi, tu peux avoir n'importe quelle belle statistique. Toi aussi longtemps que tu fais un fumble à un moment crucial, c'est comme si ta game s'annulait. Ouais. Puis je m'en fous que Derrick Henry fasse 2000 yards pendant cette saison-là. Si on ne gagne pas le Super Bowl pour les Ravens cette année, c'est fini. Puis je pense que cette année-là, il y a tellement d'équipes honnêtement, qui vont faire un nettoyage. J'ai déjà hâte de voir le free agency ou la saison morte de 2026 pour voir à quel point il y a des joueurs élites qui vont changer d'adresse. Mais les Ravens, côté défensif, c'est yo, let's go comme guys, comme assassiner ceux qui sont devant vous, tu sais, façon de parler, là, assassiner, là, mais tu sais, c'est yo, commettez des voies de fait. S'il faut crash sur le joueur qui est devant lui, tu sais, c'est comme, man, faites quelque chose de comme concret, comme Ravens n'était pas supposé de laisser les Bills dans cette game-là, point. Ouais. Puis tu sais, dans saison morte, on n'arrêtait pas de dire la défense contre la passe des Ravens va être améliorée, elle se fera pas traverser comme l'an passé. Elle s'est fait traverser complètement pendant le match. Qui? Jair Alexander. Ouais. Le même gars qu'on est allé chercher, qu'on était super content. Yo, ça nous fait une shutdown defense. Il s'est fait battre sur un wheel route. À un moment donné, man, Lamar Jackson ne peut pas tout faire tout seul. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais d'enfoncer le clou dans le cercueil. C'est vrai qu'il y aurait eu besoin de ces points de plus ou de ces efforts-là, de plus de l'attaque, parce que peu importe à quel point ta défense est bonne, peu importe quelle équipe dans la ligue, est-ce que tu veux vraiment que l'histoire de ton match, ou du moins que le point tournant de ton match, c'est ben ça va être ma défense contre Josh Allen. Ouais. Tu veux pas laisser le match entre les mains de Josh Allen. Nope. Va fermer le match, va marquer des points de plus, faire en sorte que ce soit juste pas rattrapable pour Allen. Parce que si tu essaies de jouer, même si tu as Lamar Jackson, puis même si tu as une bonne attaque, tu peux pas prendre le risque
Non. de laisser le match entre les mains de Josh Allen, puis ils l'ont fait. Non, puis, man, tu regardes... Je pense que le succès des Ravens, c'est en même temps leur défaut. Mhm. Je pense qu'ils scorent trop vite. OK. Je pense qu'ils scorent trop vite. Ça fait en sorte que la défense n'a jamais le temps vraiment de se reposer. Fait que ça fait des trucs comme peut-être qu'ils se font faire un comeback de 15 points. Je pense que c'est ça la faiblesse des Ravens. C'est qu'ils scorent beaucoup trop vite. Fait que la défense est fatiguée quand ils reviennent sur le terrain. Mais là, maintenant, tu sais ça en tant que DC. Prépare tes joueurs en conséquence. Prépare tes joueurs en conséquence ou demande à Lamar Jackson, yo, comme, slow down un peu le play, genre. Parce que, man, tu regardes Ravens sur papier, tu regardes les Bills sur papier. Avant le half, c'était clair et net que, comme, tout le monde était pas... Personne n'était surpris du score. Tout le monde était conscient que, comme, oui, c'était ça le score. Ouais. Mais là, après, deuxième half, tu continues à mettre le pied sous le gaz. Puis là, il y a deux de tes running backs qui font des revirements cruciaux. Oh, man, il ne peut pas tout faire là, non plus, Lamar. Là. C'est comme la défensive des Ravens aussi. Hamilton ne peut pas tout faire non plus. Là. Mhm. Comme, il faut que les gars step up. Là. Ouais. Il faut que les gars step up. Puis c'est là qu'on réalise aussi que Ravens ont peut-être besoin d'un edge. Ils ont peut-être besoin d'un edge. Ils ont peut-être besoin d'une meilleure défense de D-line. Mais au final, pour moi, c'est pas le roster. Tu sais, le problème, puis oui, ils peuvent bénéficier d'un ajout en défense, je suis 100% d'accord, mais pour moi, c'est pas normal qu'avec ce roster-là, tu te dises, ah, on est un joueur away et tout. La solution est à même l'équipe. Ce match-là, tu le menais 40-25 Man. avec quelques minutes à jouer. T'aurais jamais dû échapper ce match-là. Jamais. C'est ce qui fait en sorte que, peu importe comment loin ils vont se rendre dans la saison, je vais toujours avoir des trust issues avec cette équipe-là parce qu'ils ont prouvé, pas sur 1, pas sur 2, sur 4-5 ans, que année après année, ils vont trouver le moyen d'échapper des games. Puis tu sais, en tant que tel, qu'ils perdent le match contre les Bills, ça va. Ça se peut, tu vas en perdre des matchs cette saison, ça se peut bien que tu en perdes un contre les Bills. C'est la manière qui me dérange. Raven, tu sais c'est qui? C'est comme l'enfant qui se réveille puis qui a pissé dans son lit. Mhm. À un moment donné, t'es comme, en tant que parent, t'es comme, oh yo, l'enfant ne nous a pas réveillés pendant la nuit, tout se passe bien, tout ça, puis tu sais, ton kid, il se réveille, puis il vient te voir, ah papa, est-ce que t'as fait à déjeuner? Puis tu te rends compte que ton kid pue la pisse. Ouais. Puis t'es comme, what the fuck, yo, t'as choqué pendant la nuit, hein, toi? Hein? Comme, t'es rendu à 7 ans, 6 ans, là, comme mon grand, là, il faut que t'arrêtes de faire pipi dans ton lit, là. Ouais. Comme, let's go. Tu sais, j'ai l'impression que c'est ça, Raven. C'est dans des games clés, ils trouvent le moyen de, comme, être inexistant ou choquer la game. Ouais. Puis Ils dominent, mais ils choquent la game à un moment donné. Puis pour les Bills, je sais que là, on affrontait Derrick Henry puis Lamar Jackson. Donc, on va attendre une couple de semaines avant de poser une vraie opinion là-dessus. Ceci étant dit, l'an passé, ils n'étaient pas capables d'arrêter la course. Ou ils n'ont pas été capables de le faire, à part à la fin. Mais tu pourras pas donner 230 verges à tous les matchs à ton adversaire au sol puis espérer gagner. On va passer au prochain sujet parce que le temps file rapidement. Aaron Rodgers qui affrontait son ancienne équipe, qui est allé à MetLife Stadium pour affronter les Jets. Ça a été un bon match, ça a été un match serré. Au final, 4 passes de toucher, aucune interception pour Rodgers. Puis je sais pas si tu as écouté sa conférence de presse après le match, où il y a un journaliste qui a dit « Ouais, l'an passé, quand Aaron Glenn il a été engagé, il t'a rencontré, puis il t'a dit en pleine face que t'as plus ce qu'il faut, t'as pas ce qu'il faut pour mener cette équipe-là, ça t'a-tu fait plaisir de le battre? » Puis Rodgers qui a dit « Je suis content de battre tout le monde impliqué dans l'organisation des Jets. » Donc, je sais pas si t'as vu le meme avec le gars qui vend les hot dogs qui est comme « What the fuck, man? » Même le gars qui vend les hot dogs, man, Aaron Rodgers l'a lancé une flèche. Mais honnêtement, pour vrai, voir Rodgers sur le terrain, c'était nice. Ouais. J'avais l'impression de voir le Rodgers de la belle époque des Packers. Surtout, tu sais, un peu quand ils ont gagné le championship, là. J'avais cette impression de voir ce Aaron Rodgers-là. Puis complètement dominant. Début de game un peu slow. Ouais. Début de game un peu slow, mais je pense que le caractère des Steelers a vraiment embarqué, puis ça a vraiment fait en sorte que comme, oh, OK, yo, on voit un Aaron Rodgers qui a des choses à prouver avant de donner sa retraite là, pour sa dernière année. Là. On voit vraiment une équipe qui ont vu Aaron Rodgers vraiment se donner, puis ils ont fait, OK, yo, nous, on embarque aussi pour la deuxième partie de la game.
moi, depuis qu'il est arrivé à Pittsburgh, j'arrête pas de me dire qu'il y a des chances que ça marche mieux qu'avec les Jets. Parce que chez les Jets, c'est une organisation historiquement dysfonctionnelle. Exact. On l'a laissé faire pas son party, mais son show pendant les matchs pré-saison. Tu sais, il y avait tout le temps de quoi avec Aaron Rodgers. Il disait de quoi tous les jours. On entendait ses quotes. Aaron Rodgers, pendant le camp d'entraînement, honnêtement, on n'en a presque pas entendu parler avec les Steelers. Je suis convaincu qu'Aaron Rodgers respecte Mike Tomlin comme entraîneur beaucoup plus qu'il respectait Robert Saleh à l'époque avec les Jets. Puis chez les Steelers, ça a été long avant de le mettre sous contrat. Puis je pense qu'il y a un petit côté où on s'est dit, regarde, nous, on a besoin d'un QB. Toi, t'es libre, t'as besoin d'une équipe parce que personne d'autre va t'appeler. Là, tu viens pas faire ton show chez nous. Tu veux une dernière année, tu veux quitter la Ligue sur une bonne note. Parce que s'il quittait la Ligue après ce qui s'est passé chez les Jets, c'est son legacy au grand complet qui était affecté. Parce que depuis 2 ans, tout ce qu'on parle d'Aaron Rodgers, c'est ses commentaires, ses vaccins, ci et ça. Puis sa retraite. Ouais, puis on oublie que c'est un des meilleurs carrières de tous les temps dans la Ligue. Là, à un certain point, les gens se demandaient même, puis au final, la question finalement se pose pas, mais tu prendrais talent pour talent Brady ou Rodgers, la question était vraiment prenable pendant la majorité de sa carrière, tout son passage avec les Packers de Green Bay. Puis là, c'était en train d'être scrappé. Moi, je lui souhaite une bonne saison avec les Steelers. C'est bien parti. Contre les Jets, écoute, les Jets ont bien joué aussi. Moi, les Jets ont mieux joué que ce que je pensais qu'ils allaient donner. Je suis d'accord avec toi. Justin Fields, au camp d'entraînement, tout ce qu'on entendait était négatif. Il s'était même blessé un orteil au début du camp, puis je me disais, ça, là, ça part. Tu sais, des fois, tu te dis, il y a un gros hype et tout, puis finalement, ça s'écroule. Eux, c'était comme non, le hype est déjà mort avant que la saison commence. Finalement, Justin Fields, il n'a pas connu un mauvais match. Par contre, je trouve que à un certain point, tu as vu la différence entre Rodgers, le vétéran, le gars qui a tout vu. Sur les 3e essais, on en parlait avec Julien un petit peu avant de commencer parce que c'est son club, les Jets. Ouais. Mais, tu sais, t'as pas le débit squad chez les Jets, mis à part Sauce Gardner, pour contenir pendant un match au complet le jeu de passe. Puis sur les 3e essais, ça paraissait parce qu'il y avait toujours un gars ouvert. Puis un gars comme Aaron Rodgers, il va trouver les gars ouverts. Je regarde Justin Fields après, qui éternellement dans sa carrière, on le sait qu'il est très athlétique, et qui a eu beaucoup de difficultés à passer le ballon. Mais dans ce match-là, il passait bien. Sauf que quand tu arrives à la dernière séquence, que là, t'as plus la course comme option, il faut absolument que tu ailles marquer des points. C'est un gars qui, historiquement, en 3e essai et dans les situations évidentes de passe, c'est là que ça devenait plus difficile. Parce que quand tout le monde en premier, 2e essai se dit il va peut-être partir, tu vas garder un espion sur lui. Mais quand c'est plus une option de décoller pour lui puis que tu as vraiment tous tes débits qui peuvent s'occuper du groupe de receveurs, c'est là que ça devient plus tough. Puis sur la dernière séquence, il se cherchait. Puis je sais que le match s'est pas joué là. Il y a eu des bottes ratées. Il y a eu toutes sortes de raisons pour lesquelles les Jets ont perdu le match. Par contre, tu sais, à la fin, il aurait pu prendre le corridor puis courir, aller chercher le premier essai. Il a forcé une passe vers l'extérieur, vers Garrett Wilson, qui s'est fait éclater par Jalen Ramsey. D'ailleurs, ces deux-là se sont pognés du début à la fin de la game. C'était une belle confrontation. Ouais. Mais Jalen Ramsey, force est d'admettre, autant est-ce qu'on pouvait dire que la décision était discutable d'aller le chercher, dans ce match-là, il a fait une différence. Mais Jalen Ramsey, à la base, c'est un playmaker. Ouais. Tu sais, je pense plus que nécessairement c'est un shutdown demi de coin, mais je pense que c'est un playmaker. C'est un gars que tu peux mettre dans une défensive, puis à un moment donné, pendant la game, il va te faire un jeu important. Il en a fait 2-3 dans ce match. Ouais, exact. Puis, tu sais, expérience aussi, là. Tu sais, le kid, il en a vu, là, des receveurs, là. Il en a vu des situations de game aussi, là. Tu sais, fait de le voir faire un jeu comme ça à la fin de la game, puis après, tu sais, il s'est battu contre Wilson pendant toute la game, puis après de voir les deux comme shake hands à la fin, puis être reconnaissant l'un envers l'autre. Tu sais, c'est là qu'on voit l'aspect vétéran de Jalen Ramsey, puis je pense que la défensive globale des Steelers aurait pu mieux jouer, mais dans une situation cruciale comme la fin de game, je pense qu'ils sont très bien démerdés, puis ça a fait la différence. Il y a 2 choses que je veux qu'on parle avant qu'on se laisse. D'abord, les Bengals qui s'en sortent contre les Browns, puis je dis vraiment s'en sortent, parce que ça n'a pas été facile. Je ne sais pas si tu as vu la statistique passer. La fameuse attaque inarrêtable là, des Bengals en deuxième demi a fait 7 verges. Pas point, 7 verges. Ça en dit long sur de un, qu'est-ce qui se passe avec les Bengals, mais moi, c'est surtout... Rappelle-toi, il y a 2 ans, les Browns avaient une vraiment bonne défense. Ils ont participé aux éliminatoires. L'an passé, ça s'est pas bien passé. La saison a été catastrophique. On n'a pas été bon. Puis j'arrêtais pas de me dire dans la saison morte, pour moi, les Browns sont peut-être
pas une équipe de playoff, mais ils sont pas aussi mauvais qu'ils ont été l'an passé, que leur fiche a montré l'an passé. Puis, on l'a vu dans ce match-là, la défense a tenu les Bengals. Puis, si c'était pas du botteur qui a raté un extra point et un field goal, ben c'est un match-là que tu as perdu par 1 point, tu le gagnais du côté de Cleveland. Ouais. Donc, l'attaque sera pas bonne pour les Browns. On ne posera pas de questions. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont procéder à un changement de QB, mais même là, il n'y a aucune garantie que cette attaque-là va être bonne cette année. Mais la défense va la tenir dans des matchs, puis les Browns vont aller shipper des matchs à des équipes qui s'y attendent pas. Mais tu dis, on se posera pas de questions. Moi, je vais t'en poser une. Okay. Rendu là, tu vois la performance de Joe Flacco. À quel point c'est nécessaire que ce soit lui le starter? Ben, le problème, c'est que si Sanders avait tout cassé au Canada. Je prends Sanders, mais ça pourrait être Gabriel. Moi, je te parle de Gabriel. Okay. Tu sais, rendu là. Ouais. Tu en tant qu'organisation, tu sais très bien, sur papier, tu vas pas gagner le Super Bowl. Ouais. Fait en quoi c'est nécessaire que ça soit Joe Flacco qui start? Ben, je pense qu'ils se disent juste que les deux autres sont pas prêts, puis qu'ils se disent tant qu'à l'envoyer dans la mêlée, rusher, puis qu'ils se fassent ramasser, puis qu'ils sachent pas quoi faire. Tu sais, eux, je veux dire, ils connaissent mieux l'évaluation du joueur que nous, au sens qu'ils le voient au quotidien. Peut-être qu'ils se disent, man, ils sont juste vraiment pas prêts à rentrer. Ceci étant dit, si ça se poursuit comme ça pour l'attaque au cours de 2, 3, 4, 5 prochaines semaines, je suis pas sûr le bail des Browns est où exactement, mais il va avoir un changement avant la fin de l'année. Ah, mais 100%. Mais tu sais, on n'a jamais reproché aux Browns d'avoir une mauvaise défensive ou quoi que ce soit. Non, mais l'an passé, elle leur a pas gagné de match. Ou du moins, tu sais, elle a pas fait. Elle se classait pas dans l'élite de la NFL. Tu disais pas, man, cette semaine, on pogne la défense des Browns. Comment qu'on fait pour passer au travers? Tandis que là, c'est un match encore, puis peut-être que ça durera pas. Mais ils ont connu tout un match pour shutdown l'attaque. Puis aussi, il faut prendre en considération les 2 sacs du corps de Myles Garrett. Back à back. Puis même sur le jeu suivant, c'est pas lui qui a récolté la stat, mais c'est lui qui a fait de la jeu. pression. Puis il y a un autre jeu où il est allé geler Burrow après une passe. Pas de pénalité, là, fair, mais qui compte pas comme une statistique. C'est quand même Myles Garrett qui te frappe. Puis il l'a ramassé. Joe Burrow est sorti de ce match-là magané. Puis je pense que ça va être ça avec les Browns cette année. Leur défense va être tenace, leur défense va être agressive, puis ça va faire mal de jouer contre eux. Donc, même si je pense pas qu'ils vont avoir une grande saison, je pense pas que les Browns vont jouer au-dessus de 500 cette année, mais je pense que chaque verge que tu vas aller chercher contre cette équipe-là va falloir que tu payes cash. Ouais, puis pour de vrai, en tant que fan du laisser la place aux recrues, puis avoir une jeune équipe, moi, je serais même dans l'idée de, comme, tu sais quoi, man, rendu là, mais jeune QB start la game, puis après ça, mon vétéran embarque pour finir la game ou quoi que ce soit. Tu sais, je parle de quelque chose qui a probablement jamais été fait là, dans la NFL, mais à quel point que tu veux préparer ces jeunes-là, tu sais, puis à quel point c'est nécessaire. Tu sais, je me pose toujours la question, à quel point c'est nécessaire que ça soit Joe Flacco qui soit sur le terrain en ce moment. Puis je pense que la meilleure façon de développer tes jeunes joueurs, c'est qu'ils voient du temps de jeu. Oui, les pratiques, c'est quelque chose, mais c'est nécessaire à quel point qu'ils voient un temps de jeu. Puis c'est pas comme si que la O-line du côté de Browns est catastrophique, là. Non. Ils peuvent quand même protéger le carrière, là. Mais à quel point c'est nécessaire que Joe Flacco start cette game-là? À quel point c'est nécessaire que ça soit ton starter, tu sais? Tu sais qu'il va pas faire 2 ans encore dans la ligue. C'est probablement sa dernière année. Ouais. Ben, ça fait une couple d'années qu'on dit ça, mais je comprends ce que tu veux dire. Ça fait une couple d'années aussi qu'il y a des équipes qui sont dans la merde et qui cherchent un QB last minute, fait qu'ils l'amènent. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, man, fais la place au prochain. Puis je pense que c'est ça que Cleveland Browns sont pas capables de comprendre. C'est les débuts de Cam Ward. Yes. Il affrontait les Broncos de Denver. Si tu regardes simplement les statistiques du match, ça s'est pas bien passé. Peiné à compléter 50% de ses passes. En tant que tel, je faisais le match à Red Zone. Honnêtement, je ne l'ai pas trouvé mauvais, Cam Ward. Non. Il a été sous pression du début à la fin. C'était fou. Le ballon, il arrivait dans les mains. Il y avait déjà 2 joueurs des Broncos après lui. Il a fait des bonnes choses pour essayer d'éviter la pression. Il y a des très belles passes qui ont été droppées par ses receveurs. Oh my God, oui. Au moins 3, 4, 5. Ils ont été dans le match jusqu'à la toute fin. C'est sûr que là, rendu au 4e quart, il avait tellement été frappé, puis il était tellement sous pression que c'était rendu que il n'y avait plus rien qui se passait en attaque pour les Titans. Mais pendant un bon bout de temps, ils ont tenu les Broncos nez à nez. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu. Ceci étant dit,
on le voit quel genre de saison ça va être chez les Titans. Là. Ouais. On a à peu près rien sur le roster. Ouais, 100%. Mais Calvin Ridley, comme tu peux pas échapper des passes comme ça. Ouais. Surtout venant de la part d'un QB qui essaye de vraiment se prouver. Qui recrue. Ouais, puis qui était dans une situation où est-ce que tu peux aller gagner la game. La même chose que CeeDee Lamb. Je pense que si Calvin Ridley drop pas les balles qu'il a... Ils ont une chance de gagner le match. Ils ont une chance de gagner le match. Puis il y a un questionnement maintenant du point de vue Broncos que est-ce que notre attaque est assez comme bien bâtie pour aller dans les autres games de la saison. Tu sais, c'est comme... Ben, ça a mal commencé. Ça a très mal commencé. J'ai l'impression qu'on prend notre rythme tranquillement. Il prend leur rythme tranquillement, mais à un moment donné, ta deuxième année en tant que QB puis en tant que head coach de cette équipe-là, il faut que tu t'embrayes. Là. Ouais. Comme, non, je suis d'accord. On peut plus commencer des games comme on n'est pas certain de qu'est-ce qu'on fait. Tu sais qu'est-ce que tu fais. C'est ton QB d'avenir, c'est ton QB de franchise. Comme let's go, comme performe. Au moins, ils vont chercher le match parce que si à partir de maintenant, tu te replaces, on n'en parlera plus du mauvais début de match contre les de l'attaque, tu sais, Bo Nix qui a lancé des pics. On n'en parlera plus. Mais si ça se répète, ça va devenir une tendance. Puis surtout, si tu avais perdu le match contre les Titans, qui sont probablement la pire équipe de la Ligue, ou du moins le pire roster de la Ligue, oh mon Dieu, il y aurait eu un doute d'installer dans la tête des Broncos. La panique aurait commencé à crier. Là, finalement, on peut passer à autre chose parce qu'on a réussi à gagner le match. Mais écoute, ils ont sorti le cash pour leurs joueurs défensifs durant la saison morte. Ils ont signé Zach Allen, Nick Bonito et tout ça, ces joueurs-là. Moi, j'avais peur de me dire, est-ce que l'an passé, tout le monde a connu un career year? Tout le monde dans la défense des Broncos a connu sa meilleure saison en carrière, ce qui a fait qu'ils ont été tellement dominants, mais que là, oups, ça va un peu se délousser pour tout le monde. Ben, au premier match, on peut pas dire ça. Pour moi, ils ont été vraiment solides. Je serais pas surpris que ce soit la meilleure défense de toute la Ligue. Là. Ouais, ben tu sais, la défensive, question défensive, ils ont bien performé. Puis, tu sais, ça, personne va dire de quoi dessus. Mais tu sais, c'est à un moment donné, quand ta défensive te donne des games solides comme ça, il faut vraiment que ton attaque embarque aussi. Puis, il y a aucune raison que Broncos peuvent me dire que ben c'est à cause de tel joueur en offensive. Personne en offensive dominait. Là. Ouais. Tu sais, c'était dommage de juste voir à quel point que comme Broncos n'était pas hallucinant point de vue offensif, puis à quel point qu'on s'attend à ce que cette équipe-là performe, surtout que plusieurs analystes les mettent top 1 dans la division. Dont toi. Fait yo, let's go, là. Comme, guys, démerdez-vous, puis commencez à jouer au foot, là. Dernier commentaire rapide avant qu'on passe à autre chose. Russell Wilson, ça a été une catastrophe. En dessous de 50% de passes complétées. Moi, j'avais bien aimé quand il a pris la relève à Justin Fields l'an passé, ou en fait quand il est revenu de sa blessure l'an dernier puis qu'il a commencé à jouer avec les Steelers. Mais sur le dernier droit de la saison, c'était vraiment rough. Puis malheureusement, je pense que c'est ce Russell-là qu'on a présentement chez les Giants. T'sais, il est rendu au bout du rouleau, Russell Wilson. Et ce que j'ai trouvé plate dans ce match-là, c'est que tu perdes contre les Commanders, je veux dire, tout le monde s'y attend, c'est correct. Que tu sois pas une attaque ultra productive, je pense que tout le monde s'y attend, c'est correct. Anyway, leur O-line, comme depuis 20 ans, est incapable, peut-être pas 20, là, mais 15 ans, est incapable de bloquer quoi que ce soit. Ceci étant dit, dans ce temps-là, t'as un gars magique comme Malik Neighbors, quitte à ce que des fois ça se transforme en erreur, ben vise-là à outrance. Tu sais, envoie le ballon vers lui, il va faire des jeux. Je sais pas si tu as vu, mais dans le début de match, il le visait pas. Puis à un moment donné, Neighbors s'est fâché sur le banc. Puis il a fallu que Dabble le calmer. Moi, je m'excuse, Russell, si tu veux garder ta job pendant quelques semaines encore, parce que rappelle-toi, oui, il y a Jackson Dart qu'on a repêché, mais on a aussi mis sous contrat Jameis Winston du côté des Giants. Mais à un moment donné, je comprends qu'on veuille dire « Ah, on va mettre un vétéran au lieu de rentrer le jeune », mais à un moment donné, ben, ce sera un autre vétéran. Parce qu'en ce moment, tu m'as donné une performance de Wilson au mois... Tu sais, tu me dis au mois de décembre, Russell Wilson ralentit à cause de son âge, à cause de où ce qu'il est rendu dans sa carrière. C'est une chose. Là, il t'a donné ce match-là au mois de septembre. Ça, c'est inquiétant. Ben, c'est inquiétant. Je parle d'un point de vue Russell Wilson, si tu veux prolonger ta carrière. Mais après, à l'image de la performance qu'il y a eu, disons que c'est vraiment ça qu'il te donne pour le temps qu'il reste comme partant, parce que là, déjà, on parle de peut-être le sortir là, du côté des Giants. Mais l'an prochain, je m'excuse, il n'y a personne qui va te donner de contrat. Mais ça, on est d'accord avec moi là-dessus. C'est évident que, tu sais, je pense que si les Giants, ils vont manquer les playoffs, s'ils manquent les playoffs, obviously, je pense que Russell Wilson, c'est fini, mais aussi, point de vue Giants, par rapport à cette game-là, je pense pas qu'on
oui, offensivement, ils ont joué une mauvaise game, mais défensivement, ils ont fait qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont quand même contenu les Commanders à 21 points contre l'offensive de Jaden Daniels, ce qui est très bon. Mais point de vue défensif, quand les Commanders, comment ils ont joué contre Giants, c'était hallucinant. Là. C'était comme si que c'était les Ravens du temps de Ray Lewis qui était en train de jouer contre Giants. Je pense que c'est juste une game que les Giants ont échappé, honnêtement. Je m'attendais à plus des Giants pendant cette game-là. Je m'attendais à ce qu'ils voulaient faire un statement pour montrer que, on est quand même dans la course dans cette division-là. Puis ou au moins, les matchs vont être difficiles contre nous. Exact. Comme les Browns. Ouais, exact. Très belle défensive au point de vue Giants. À un moment donné, quand tu donnes 21 points à l'adversaire, puis que t'en scores genre 9 ou 6, si je ne me trompe pas, il faut que tu te retournes vers ton offensive puis que tu fasses comme « Yo, allô, guys? Yo, nous, on est prêts à jouer. Est-ce que vous êtes down de jouer? Est-ce que vous voulez embarquer avec nous? » Parce que le box, la boîte défensive des Giants est hallucinante. Puis c'est eux qui font le gros travail dans cette saison-là, dans cette équipe-là. Mais là, c'est le temps là, que comme l'offensive, comme... Yo, let's go, guys. Là. Comme Doubles doit faire vraiment quelque chose en sorte que l'offensive comme, performe. Là. Que ça soit des passes courtes pour démarrer l'offensive, puis des courses, whatever. Tu sais, yo, man, le running back recrue des Giants, man, là. Scatterboo. J'allais dire Peekaboo. Ouais. Scatterboo tu vois que c'est à moins 3 verges, là, mais il t'a sorti des blocs une fois de temps en temps. Il t'a sorti des blocs incroyables. Fait que tu sais que ce gars-là a le cœur à l'ouvrage. Ouais. Comme, let's go. Là, il va falloir commencer à lui donner le ballon. Ouais, mais comme, abuse de ces joueurs-là qui veulent vraiment comme gagner puis changer la mentalité des Giants. Genre. Ouais, parce que là, c'est ça. Il finit le match, tu sais, avec 2 courses, moins 3 verges. Il y a 2 réceptions pour 12 verges. Là, plus la saison va avancer, clairement, on va lui donner des ballons. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Ce gars-là, il a un aplomb. Il a l'air de vouloir... Tu sais, des gars, des vétérans qui jouent sur une équipe perdante, qui jouent à 50%. Non, ce gars-là va jouer à 100% sur tous les jeux. Quitte à ce qu'il fasse peut-être des erreurs une fois de temps en temps, mais t'es les Giants. T'as rien à perdre. Je pense pas qu'ils ont draft Scatterboo pour son skill set. Je pense qu'ils l'ont draft pour son cœur, puis le fait à quel point que c'est un dog, genre, sur le terrain. Mais là, maintenant, mets-le sur le terrain, puis fais un scheme avec lui, avec Neighbors, tu sais, avec tous tes joueurs comme élite pour comme avancer cette offensive-là puis les amener quelque part. OK. On va closer l'épisode. Yes. Je vais faire un vrai message de revoir parce qu'au début, on a tellement starté ça vite. Mais merci tout le monde de nous suivre absolument à toutes les semaines, d'être là malgré la perte de notre Tommy. J'espère que vous avez quand même apprécié l'épisode. Avant de conclure, je vais faire une coupe de plugs, mais je vais dire, Julien, une fois qu'on termine, laisse les caméras rouler parce que je vais poser une autre question à GM que je vais juste découper à l'extérieur de l'épisode. Okay. Je veux vous dire un gros merci. Merci de vous abonner aussi sur YouTube. On a passé les 1000 abonnés il y a quelques semaines. On est à 1100 quelques maintenant, mais merci de nous suivre sur YouTube. Absolument, ça fait une différence pour nous quand vous vous abonnez, puis surtout quand vous lâchez un like sur les épisodes. Si vous nous écoutez d'outre-mer, parce qu'on a reçu des messages via la France, ça fait une couple de fois, mais là, la Belgique, une couple de fois. Fait que si vous venez de Belgique ou de France ou peu importe où dans le monde, laissez-nous savoir dans les commentaires d'où est-ce que vous écoutez l'épisode. Sinon, TikTok, Instagram, on est même rendu avec une page Facebook, donc le Tailgate, vous pouvez nous suivre, puis vous pouvez rejoindre le groupe privé sur Facebook, Communauté Football Québec également pour échanger des memes ou des jokes avec nous par rapport au podcast. Tout le temps le fun d'échanger avec vous. GM, un gros merci. Yes, merci à vous, man. Merci, comme tu disais déjà, merci de votre confiance. J'adore dire ça. Ouais. Puis, juste vous dire pour... Ouais, plug donc. T'as-tu des choses à plugger? Ben oui, je suis au bar chez Roger à chaque lundi, soirée d'humour. Si tu veux bien commencer la saison, la semaine, je veux dire, passe chez Roger, man. Prends tes billets en ligne, le lien est dans ma bio. Puis viens débuter la semaine avec un sourire. Et pendant que tu ris, moi, je suis en arrière en train de regarder la game sur mon cell. Payé. Parce que, exact. C'est ça qui est merveilleux, man. Quand t'es payé puis tu fais 2 choses que t'aimes, that's it. Thank you tout le monde.